BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bon début de semaine, merci d'avoir choisi BFM Business. Et c'est Tech & Co, la quotidienne. On est là chaque soir, 19h30, 21h, en direct, bien sûr, mais évidemment juste après les replays et les podcasts qui vous attendent. Avec ce soir donc pour ce lundi dans Tech & Co, eh bien on va s'intéresser à un sujet passionnant, c'est l'e-commerce. Pas mal de news. GameStop qui voudrait racheter eBay et mettre 56 milliards de dollars sur la table. Et on parlera aussi de la mort de Rakuten qui est, on va dire, presque actée. On parlera aussi d'Adopi, vous savez, cette loi qui était là pour justement limiter la piraterie. Eh bien, visiblement, la réglementation européenne eh bien, a bloqué tout ça. Et puis, on ira pour terminer ce Tech & Co à Pékin avec un débrief du salon de l'auto. Julien Bonnet de la rédaction de BFM Tech sera là, mais aussi Jean-Baptiste Nicolet qui est youtubeur. Ils viendront nous raconter leur coup de cœur de ce salon de Pékin. Voilà le sommaire de ce Tech & Co. Un grand merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir sur le plateau de Tech & Co pour cette heure de débrief, Thomas Serval. Bonsoir Thomas. Bonsoir François. PDG de Barracoda, spécialiste des objets connectés, des wearables. Voilà, on a tout dit, hein, bien sûr. Et d'une plateforme BeConnect qui permet de développer, parce qu'on en parle dans Tech & Co. Mais bien sûr, tu en avais parlé au CES de Las Vegas aussi, je crois, BeConnect. Si on veut développer des objets connectés et tout l'écosystème, eh ben voilà. Oh là là, mais c'est ton dire comme, c'est pas possible, Thomas. Faut que je trouve l'idée. C'est des premiers à avoir compris comment ça marchait. Ah bah oui. Et donc, j'ai en beaucoup de fait, respect. Faut que je trouve l'idée de l'objet connecté, puis après, je vais voir Fred, ces vacances, c'était bien? Écoute, il y avait du soleil, je n'étais pas loin de Tech & Co parce que j'écoutais chaque soir religieusement. Voilà. Bah écoute, j'espère que tu t'es bien reposé, on est ravis de te retrouver en tous les cas. En pleine forme. Et puis Philippe Devos est avec nous. Salut Philippe. Bonsoir. Fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo, dont on fête les 30 ans là. 2 mai 96, il y a 2 jours, première connexion, premier modem Keyqueen. Oh là là. Affichage de la page d'accueil qui avait été écrite à la main et relue par mes soins dans la nuit du 1er au 2. Wanadoo a 30 ans et toujours sur les camionnettes d'un certain nombre d'artisans que je salue. Et Aux oui. grandes dames de Christelle Edman que je salue aussi. Plomberie-roger@wanadoo.fr, celle-là on la connaît. Hein. Et ça venait d'où le nom Wanadoo? One comme le One? Non, pas du tout. C'est, vous avez évité le pire. Ça aurait pu s'appeler FT36 quand même. Hein. Oui. Ouais. Et non, c'est une marque qui est arrivée dans les bagages de l'office d'annonce qui avait été racheté par France Télécom pour fusionner la partie annuaire page jaune. Ouais. Et dans l'équipe de l'ODA, il y avait une petite équipe d'innovation absolument dingue menée par Daniel Saint-Laurent, que je salue, et qui avait commencé à explorer plein de trucs qui étaient juste infaisables parce que nécessitant des technologies qui n'étaient pas encore disponibles dans le grand public. Donc, ils faisaient du Web 2 avant que le Web 2 n'existe. Mais dans leur délire créatif, ils avaient pas mal de choses très intéressantes, dont une marque, Wanadoo, qui a sauvé la mise. Parce qu'encore une fois, les dépenses auprès du cabinet Nomen pour trouver des noms pour le service n'avaient rien donné de très concluant. FT36, c'était... Ouais, FT36, c'est un peu violent. Ouais. Bah écoutez, voilà, 30 ans de Wanadoo. Belle transition parce que on fête les 30, un peu plus de 30 ans d'eBay. 31 ans. Et eBay pourra-t-il un jour sérieusement faire concurrence à Amazon? C'est en tout cas le rêve de Ryan Cohen. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le patron de GameStop qui a fait une offre pour racheter la plateforme d'enchères. Une opération, si elle a lieu, qui s'élèverait, écoutez bien, quand même à 56 milliards de dollars. Erwan Maurice nous explique tout ça. C'est l'histoire de la petite bête qui veut manger la grosse. 4 fois moins lourd qu'eBay en bourse, GameStop s'est mis en tête de le racheter pour en faire un concurrent direct d'Amazon. Depuis le début de l'année, GameStop, propriétaire de Micromania, est tranquillement monté au capital d'eBay. Il est désormais proche des 5%. Et Ryan Cohen considère qu'eBay devrait valoir davantage. Je réfléchis à en faire une entreprise de plusieurs centaines de milliards de dollars, dit-il. Pour financer l'opération, l'homme d'affaires peut compter sur une lettre d'engagement de TD Bank pour 20 milliards de dollars de dettes
qui s'ajouterait à plus de 9 milliards de trésorerie. Si l'opération aboutissait, Ryan Cohen infligerait alors à eBay une cure d'austérité redoutable, 2 milliards d'économies dans le marketing, l'administratif ou l'immobilier. Reste que les observateurs sont sceptiques. À ce stade, ni la direction ni les actionnaires d'eBay n'ont manifesté d'intérêt. Des analystes de Bernstein rappellent par ailleurs que le redressement de l'entreprise est déjà bien engagé et que cela paye. eBay a enregistré une hausse des transactions de 18% sur un an au premier trimestre, portée par l'intelligence artificielle et par des réductions de coûts. C'est dingue parce que, franchement, moi j'étais un gros client d'eBay il y a encore quelques années. Beaucoup moins maintenant. Comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Mais malgré tout, voilà, eBay n'est pas en si mauvaise posture que ça. Qui veut commenter, en fait, ça serait quand même un gros deal, quand même, cette histoire-là, non ? GameStop qui rachète eBay. Ça vous paraît plausible ou pas, tiens, Thomas ? Alors, plausible moyennement. En fait, donc, d'abord sur eBay, effectivement, ça fait partie de ces marques avec Amazon qui font partie des pionniers du Web 1. Créé par un Français qui vit aux États-Unis depuis toujours. Et donc, quelque part, c'est vrai que on se demande si... Enfin, d'un côté, on se dit, mais ils sont encore toujours là, ceux-là. Alors, il faut voir qu'ils ont acheté, c'est devenu un conglomérat, ils ont acheté Skype, ils l'ont revendu, ils ont acheté PayPal, ils l'ont revendu. Donc, ça a été tout ce qu'on peut imaginer. Alors, aujourd'hui, eBay, ça n'allait pas bien du tout, ça a été redressé depuis 18 mois autour de quelque chose qui est la raison pour laquelle GameStop fait, c'est de tout ce qui est collectible. Tout ce qui est les cartes de Pokémon. Et donc ça, c'est un marché... de collection, quoi. Des trucs de collection. Et ça, c'est un marché qui, avec la fluidité et la nouvelle génération qui est purement digitale, et continue à exploser et est en pleine croissance. Et effectivement, c'est la même cible que GameStop. Et donc GameStop, c'est des gens qui, aujourd'hui, les gens qui achètent des jeux vidéo dans des magasins physiques, c'est aussi les mêmes mecs qui vont acheter les cartes à collectionner. On sent qu'il y a une sorte d'homogénéité de l'audience, et ça explique pourquoi il en rêve d'eBay, parce qu'en fait, il se dit, je vais pouvoir, alors que moi j'ai un réseau de magasins physiques, je vais pouvoir transformer ce magasin physique en multicanal. Après, le vrai problème, c'est pas tant l'intérêt stratégique qui est quand même intéressant, c'est juste que GameStop n'a pas les moyens de racheter eBay. C'est le petit qui rachète le gros. Oui, mais c'est surtout qu'on est dans un marché qui est quand même très chahuté. Oui. Où il y a... GameStop, c'est compliqué quand même. Rappelons que ce sont les propriétaires de Micromania en France. Oui. Toujours ou pas, je crois. Tiens, il va falloir que je me pose la question parce que je crois qu'ils l'ont été pendant longtemps, mais je me demande s'il n'y a pas eu un changement récemment. Et donc en fait, ils n'ont pas les moyens pour et on sait que c'est un marché en déclin, c'est-à-dire que les boutiques physiques de jeux vidéo, c'est un marché mature. À l'heure de la dématérialisation et de la possibilité de télécharger tous ces jeux directement sur PS5 ou sur Nintendo, Philippe ? Oui, et en même temps, GameStop pourrait apporter à eBay ce qu'eBay n'a jamais voulu ou su faire, qui est la dimension logistique et la capacité à transporter ce qui a été acheté jusqu'au client final de manière beaucoup plus intégrée. C'est ce qu'eBay a toujours refusé de faire face au modèle Amazon. Amazon était en mode prix fixe et intégration progressive de la logistique. eBay est toujours resté place de marché, je prends pas de risque. Bon, eBay, au passage, il faut quand même se souvenir, Thomas l'a évoqué, mais c'est un suicide industriel à plusieurs reprises. Ils font tout à contre-temps. Ils achètent Skype, on ne sait pas très bien pourquoi, ils le revendent en perdant plusieurs milliards de dollars à une époque où le milliard de dollars était une unité de compte sérieuse. PayPal, alors qu'ils avaient une intégration possible sur le moyen de paiement, ils achètent PayPal, ils le revendent. Et d'ailleurs, je crois qu'à la tête d'eBay, on a retrouvé quelqu'un qui ensuite a été à la tête de HP et qui n'a pas laissé de très bons souvenirs, en tout cas aux investisseurs, qui était Meg Whitman. Ouais. Donc bon. Maintenant, Ryan Cohen, GameStop, il va s'endetter colossalement pour tenter ce rachat. Au passage, il a quand même, je crois, négocié dans un coin du contrat une option qui lui rapporterait 35 milliards de dollars si jamais la valeur combinée dépassait les 100. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement crédible quand on voit ce qu'il a fait avec Chewy. Et quand on voit ensuite ce qu'il a fait avec GameStop, il a démontré qu'il était capable de faire des redressements spectaculaires et rapides. Et c'est sans doute là-dessus, y compris en étant extrêmement, extrêmement malin, on n'a pas le temps de le développer là, mais l'histoire de GameStop est juste un truc de dingue. Il a été capable d'agir très vite, très en profondeur déjà. Donc il est très sérieux. Maintenant, est-ce qu'il prend sa revanche ? Sans doute. Est-ce qu'eBay sera capable de pivoter sur un modèle auquel ils n'ont jamais cru ? Peut-être. Alors, juste une chose avant que tu interviennes, Fred.
Micromania est en vente. En fait, GameStop veut se séparer de Micromania depuis plus d'un an et il n'y arrive pas. Et visiblement, Micromania est à l'agonie. C'est très compliqué parce que personne ne veut racheter Micromania. C'est pour ça qu'on se demandait s'ils avaient été rachetés ou pas. Parce que je sais qu'on avait commenté cette news l'année dernière. C'était en janvier 2025. Mais depuis, on n'a plus de news parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre, en fait. Non, je pense qu'au-delà de ce dont vient parler Philippe, la qualité de la gestion rigoureuse de Ryan Cohen qui a plein d'idées et tout ça, je pense qu'il y a quand même une parce qu'il n'est pas fou, il ne se jette pas comme ça juste pour faire parler de lui. Il y a quand même cette histoire. Aujourd'hui, GameStop, c'est 1600 magasins, donc il y a quand même cette histoire d'une proximité client. Il va avoir ça lui fait quand même un hub logistique aussi pour attirer les clients en magasin. Il y a ce côté un peu communautaire, on est un peu, comme tu dis, dans les jeux vidéo, les cartes Pokémon, les cartes... Ça, le fait qu'on puisse aussi aller acheter ce genre de produits dans les magasins, il y a une histoire de confiance, d'authentification et tout ça. Donc là, il y a un début de quelque chose qui peut être pas mal. Après, quand il annonce on veut être le nouvel Amazon, bon là, Amazon, quand même, c'est une structure logistique que l'on connaît, enfin, qui est assez redoutable. Non, ils n'ont pas Prime, ils n'ont pas de pub, on en parlera tout à l'heure pour Rakuten, mais enfin pour Rakuten France en tout cas, mais concurrence Amazon, ça paraît compliqué. Par contre, avoir ce truc-là, par contre, une société valorisée 12 milliards qui en rachète une valorisée 46 milliards, même s'il va y avoir tout un tas de montages financiers, le pari financier me semble assez risqué, et j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de symbolique qu'une vraie... Il y a une des choses qui est arrivée en Chine et qui... Parce qu'en fait, il y a que les États-Unis qui ont un tel monopole de Amazon sur le e-commerce, et que c'est vrai qu'on a très envie qu'il y ait un challenger d'Amazon. Quel que soit le consommateur américain, on voit bien que Amazon est en quasi-monopole sur le e-commerce. Est-ce que vous pensez que c'est GameStop et eBay ils peuvent pas qui pourraient concurrencer Amazon? Par contre, il y a un truc qui marche très bien en Chine, qui est le live shopping, que eBay a commencé à lancer. Et mais ça marche en Chine, mais ça ne marche pas en France. Enfin, ça ne marche pas en Occident, hein. Il y a du mal. Hein. Oui, on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes réflexes. Ça commence tout doucement. On a les. Si vous avez déjà vu des live shopping chinois, c'est dingue. Oui. Vous avez des influenceuses qui pèsent des centaines de millions de dollars, qui prennent un sac, qui font comme ça, qui le posent et qui font comme ça, en fait. Et à chaque fois, y a des gens qui achètent ce sac qui reste 2 secondes à l'écran. C'est dingue. Mais c'est là où on n'a pas la même culture, en fait. Je pense que. Je sais pas, mais je pense que le pari derrière ça, si j'étais Monsieur Cohen, ça serait effectivement que le live shopping, qui est le truc qui s'est vraiment développé en Asie et d'une manière surprenante pas encore développé aux États-Unis, qui a quand même cette culture de la consommation. Et là, il faut du physique pour faire du live shopping quand même. Hein. Il faut du flux, mais il faut aussi et puis du stock. Ouais. Après, moi je me demande si derrière, il n'a pas quelqu'un derrière aussi, Ryan Cohen, tu vois, du genre un industriel un peu costaud. Tu vois, où il peut monter. Je pense que c'est plutôt un Goldman Sachs. Je pense que c'est plutôt aujourd'hui. Un financier plutôt costaud des financiers ont besoin de trouver des. Enfin, moi, je suis propriétaire de GameStop ou de quelque chose aux États-Unis. La valeur du retail physique va continuer à décroître. Il faut voir les centres-villes. Justement, il a un storytelling à raconter. Donc là, si tu veux, la marque eBay, elle est encore. On l'a dit, même si elle est moins forte qu'avant, elle est quand même forte. Il y a peut-être un storytelling à raconter tout ça, avec quelqu'un derrière qui le soutient, quelques idées, tu vois. Financièrement, la question, c'est surtout est-ce qu'il a les moyens. Tu as quand même TD Securities qui met 20 milliards sur la table pour financer l'opération de dette. Hein. Et quand tu finances l'opération en dette, donc la question dans ces trucs-là, c'est quel est l'intérêt de l'actionnaire de GameStop, quel est l'intérêt de l'actionnaire de eBay. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air génialement intéressant pour le mec de GameStop. Pour le mec de eBay qui a une boîte qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires, qui vaut 40 milliards et qui fait 1,5 milliard d'EBITDA, je ne suis pas sûr que je sois hyper excité par l'opération. Les actionnaires eBay, ils risquent d'avoir un peu de dilution aussi du capital. Oui, c'est pour ça que... Les actionnaires eBay, ils risquent de dire... Donc je pense que c'est eBay qui... Et Pierre Omidyar, il est encore actionnaire, j'ai vu, à 6-7%. Hein. Alors tiens, on parlait de Micromania. Visiblement, il y a une actu qui nous est passée véritablement sous les radars. Micromania aurait été racheté, en fait, mais c'est pas complètement confirmé. C'est une news qui date d'avril dernier. Ça serait un spécialiste du jeu vidéo américain. On n'a pas son nom, mais il conserverait toutes les boutiques et tous les emplois. Voilà, c'est un article à retrouver sur macforever.com que Léa nous a envoyé.
8h moins le quart, on poursuit dans l'e-commerce. C'est rare de parler d'e-commerce dans Tech & Co. Vous savez quoi, c'est un sujet qui nous intéresse. Autre information liée à ce sujet, c'est la fin annoncée pour Rakuten, l'ancien Price Minister en France. On s'en souvient, le pionnier du e-commerce envisage une fermeture définitive après l'été. Il n'a pas trouvé visiblement de repreneur et si ça continue comme ça, voilà, il va fermer, baisser le rideau. On écoute tout de suite les explications de Pauline Tadevin. Sur la place de Paris, tout le monde regarde le dossier Rakuten d'après l'un des acteurs du secteur. La banque d'affaires Carl Square est sur le coup. Elle a reçu plusieurs marques d'intérêt d'après les Échos. Le dossier circule depuis que la direction du site en France a présenté aux salariés début avril un projet de cession ou d'arrêt de son activité. Il faut dire qu'en 10 ans, le site a perdu 33% de ses clients et sa fréquentation a chuté de 42%. Face aux Américains et aux Asiatiques, il n'a pas trouvé la clé malgré ses investissements, notamment en marketing et dans l'intelligence artificielle. La direction privilégiera, dit-elle, une cession à une fermeture. Pour les potentiels acheteurs, la question est de savoir ce qui est exactement à vendre. Base de clients, de revendeurs et ou plateformes technologiques. Ils perdent beaucoup d'argent, mais cela peut être intéressant, estime un acteur du secteur qui vise plutôt son portefeuille client. 9,5 millions de visiteurs uniques par mois à la fin de l'année dernière, d'après la FEVA, d'une mine d'or dans ce contexte de concurrence féroce entre les différentes plateformes. Voilà, alors rappelons que Rakuten, en fait, n'est qu'une place de marché. C'est ce qu'on appelle le marketplace, c'est-à-dire qu'en fait, il mettait les clients, les internautes en relation avec des boutiques qui se servaient de la visibilité de Rakuten pour vendre leurs produits. C'est comme ça que ça marche, Rakuten. Visiblement, ça ne marche pas si bien que ça. Ça vous étonne, ça ? En France, en tout cas. En France, en tout cas, parce que Rakuten, rappelons-le, c'est un géant mondial japonais. Du e-commerce, de la télévision aussi. Si vous avez une télé connectée et télécom, et si vous avez une télé connectée, ils ont des services de VOD, etc., etc. Sur un Messenger, Viber. C'est envahissant d'ailleurs sur les télés. Ils doivent payer, à mon avis, très très cher les Samsung, les choses comme ça, parce que... C'est eux qui ont Viber. On a toujours de la pub Rakuten. Ça marche toujours. Ouais, c'est une sorte de petit Discord. Et donc, Rakuten qui ferme. Le marché du e-commerce est devenu... D'abord, l'expérience que j'avais chez Google, c'est que dans le e-commerce, les seuls qui gagnaient, c'était Google, qui vendait les pubs pour que les actionnaires de boîtes de e-commerce dépensent pour acquérir de l'audience. Donc, c'est vrai que les marges sont très très faibles, que maintenant les Chinois savent vendre en direct leurs produits avec des chaînes logistiques, et donc les acteurs... Donc après, c'est par catégorie de produits. Il y a des catégories de produits où là, les Chinois ont pris tout, type la mode, type Shine, etc. Il y a des catégories de produits où même le meilleur, c'est-à-dire Fnac Darty, galère parce qu'il y a des marges très faibles, parce qu'ils se retrouvent en concurrence avec Amazon. Donc en fait, le nombre de catégories rentables pour une place de marché diminue. Et donc déjà, pour les gros, de survivre, c'est difficile. Mais si vous êtes le 3e, le 4e ou le 5e, c'est impossible. Oui, parce qu'en fait, là, on gagne quoi, quelques centimes sur des transactions, en fait. C'est terrible. Et puis, il y a une guerre des tarifs, des promos, des choses comme ça. Les e-commerçants, ils ont maintenant leur place de marché à eux. Bien sûr. On a quand même dans les domaines, tu parlais de Shein et Temu, mais on a Mano dans le domaine du bricolage, on a Vinted dans le domaine de la seconde main. Je pense que d'ailleurs, c'est l'un des virages qu'ils ont peut-être un peu raté, parce qu'on se souvient, Price Minister, on se souvient toujours, le lendemain de Noël, Price Minister faisait un chiffre d'affaires incroyable, parce que les gens revendaient leurs cadeaux de Noël non désirés sur Price Minister. Et d'ailleurs, moi, je me demande si, du point de vue de la marque, ça n'a pas été une erreur, au moins en France, de supprimer la marque. Ils n'ont pas investi autant sur Rakuten que Price Minister avait investi. Et donc, c'est ça le problème. Quand une marque connue mondialement rachète une boîte française, elle considère que sa marque est très connue. C'est un biais que... c'est bien. Nokia et Wissings, par exemple, ils ont eu le même cadre. Créer des marques, ça coûte cher. Et donc, une fois qu'on l'a créé, pensez qu'en changeant par une marque mondiale moins connue, on va réussir. En fait, c'est un biais cognitif des directions générales étrangères. Ouais. On se souvient d'ailleurs de Pierre Kosciusko-Morizet, qui est l'un des fondateurs de Rakuten, qui est devenu un influenceur qu'on apprécie beaucoup avec Eric Simotel, qu'on suit régulièrement sur Instagram. Il est DJ maintenant. Il est DJ, la belle vie quand même. Philippe ? Je n'ai rien à ajouter. C'est un peu triste de voir que, alors que l'e-commerce en France continue de croître 5, 6 ou 7% par an, tous ces pionniers sont en train de disparaître.
Mais on a l'impression qu'ils n'ont jamais trouvé leur place, en fait, Rakuten. Non, mais en fait, pour moi, il y a toujours ce souci. On est un marché, parce qu'on parle juste de Rakuten en France. On est un marché. Nous, on est un marché assez particulier. Et prendre des recettes qui ont marché ailleurs, tu vois, l'histoire de la marque, l'histoire du marketing digital. Tu vois, est-ce qu'il faut investir? Ils ont eu des mêmes campagnes de marketing digital qu'ils ont eu pour les Anglo-Saxons, pour les Français. Tu le disais tout à l'heure, le commerce communautaire marche très bien en Asie, beaucoup moins chez nous. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Nous, on est un marché un peu particulier. Donc, il y a peut-être un effet de génération aussi, c'est-à-dire que tous ces acteurs ont démarré sur le web avec des logiques d'interaction, des surfaces d'écran, etc. Bon, et puis tous les nouveaux qui sont rentrés soit sur des verticales, sont rentrés directement sur mobile. Et c'est vrai que sur le marché de la seconde main, l'expérience qu'on a sur un Vinted, elle est inégalable. Et puis c'est des grands groupes qui peuvent... Enfin, Rakuten pourrait se permettre, mais c'est des groupes qui perdent beaucoup d'argent encore. Ces discounts, sur les places de marché en France, ces discounts perdent de l'argent. Mais tous perdent de l'argent, en fait, à part Amazon. Peut-être qu'ils se sont dit, écoute, c'est pas un marché. Non, mais excusez-moi, juste un truc, parce que, alors après, on va peut-être targuer de pro-Amazon, mais est-ce que vous avez essayé de commander des choses sur des sites web français, des sites de e-commerce? Moi, une fois, j'ai commandé un truc sur Rakuten, ça a été une galère pas possible. Ces discounts aussi. Alors, j'ai peut-être eu une mauvaise expérience, mais en fait, ça vous donne simplement envie de n'acheter que sur Amazon. C'est terrible, parce qu'il y a une telle qualité de service client et de la machine Amazon qui se met en route, elle est imbattable. Et c'est compliqué pour les autres de se mettre au niveau. Et quand vous avez une mauvaise expérience, c'est terminé, en fait. C'est devenu de plus en plus facile de faire un site web et de plus en plus difficile de faire de la logistique de qualité. Là, c'est ça. Et donc, c'est bien tout le problème. Donc, en fait, effectivement, ramener des clients coûte très cher, les garder, il suffit d'un incident pour que... Mais bien sûr. Et donc, effectivement, l'équation économique, elle ne marche pas. D'ailleurs, aujourd'hui, le premier gagne de l'argent. Et encore, Amazon a accepté de fonctionner. Il faut voir quand même, Amazon... Ils ont perdu de l'argent pendant des années. Leur modèle économique, quand ils ont essayé de me recruter, ils m'ont expliqué, leur modèle économique, c'est de fonctionner avec 6% de marge. Donc, tout est réglé pour gagner de l'argent avec 6% de marge. Je ne sais pas si on se rend compte le côté horlogerie suisse. Donc, imaginez que vous êtes un acteur plus petit, avec moins de moyens, etc. Il vous laisse ce qu'on appelle un prix d'éviction en économie. Il ne vous laisse pas la place. Et donc, effectivement, le premier gagne de l'argent, le deuxième est à l'équilibre et tout le reste perd de l'argent. Voilà. Philippe, on a tout dit là-dessus. Oui. Bon. Philippe, toi qui as été un homme de télécom, est-ce que tu as été... évidemment, l'un des, j'allais dire pas des acteurs, mais en tous les cas, l'un des observateurs de cette fameuse loi Hadopi. On s'en souvient, qui avait, on va dire, marqué l'actualité française à l'époque. Hadopi, ça a 25 ans, je crois. Enfin, 2009, donc ça fait quoi, 2019 ? Non, pas 25 ans, moins que ça. Ça fait 16 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, 16 ans. Et on s'en souvient, parce que c'était la fameuse riposte graduée. À partir du moment où on téléchargeait des fichiers illégaux, notamment en peer-to-peer, on recevait une première lettre, on recevait un mail sur son mail du fournisseur d'accès Internet. J'ai jamais téléchargé. T'as jamais téléchargé. Après, on recevait un courrier, puis après, il y avait un recommandé. Et après, on va dire, la punition ultime, c'était peut-être de... Et puis, ça faisait bien peur. D'avoir une amende. On te mettait bien, le ton était bien mis pour dire, il ne faut pas recommencer. On s'en souvient, c'était quand même, Philippe, une sacrée histoire, ce truc-là. Il y avait eu énormément de polémiques, parce qu'on avait l'impression aussi de rentrer un petit peu dans la vie privée des gens, parce qu'on détectait les adresses IP de ceux qui téléchargeaient, et les opérateurs télécoms étaient obligés de communiquer ces adresses IP. Oui, alors maintenant, il faut regarder le bilan. Hadopi, entre 2009 et 2019, aïe, le bilan. 82 millions d'euros de budget public, 87 000 euros d'amende collectée, soit 942 euros dépensés pour 1 euro collecté. 13 millions d'avertissements, 70% sans récidive après le premier. Donc ça marchait d'une certaine manière, mais pas à l'échelle. D'autre part, le point de départ, il était très très bien intentionné, c'était le soutien... Dès que les gens trouvaient le VPN, après c'était mort, quoi. Oui, mais le point de départ, c'était le soutien à la création française. Donc il y avait une intention qui s'est traduite ensuite par des difficultés d'exécution. Mais aujourd'hui, si on transpose... alors d'abord,
Ce qui s'est passé là, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est l'Europe. Hein. Le régulateur européen qui vient freiner les ardeurs, encore une fois, on voit l'efficacité pour l'instant. Et d'autre part, sur le champ de bataille s'est déplacé depuis quelque temps. C'est un champ de bataille que je connais assez bien pour y avoir travaillé toute l'année dernière et continuer sur le sujet qui est le piratage massif à travers l'IPTV et notamment et pas que les liens, que les liens, contrairement à ce qu'on te dit, mais avec les boîtiers préconfigurés, bien sûr, qui sont il y en a 9 millions en France. Et tu en avais parlé avec Fred. Voilà, on il y a quelques semaines de ça, c'était très intéressant. Si on fait un recoupement de calcul, on doit être entre 30 et 35 millions à l'échelle de l'Union européenne. Rien qu'en France, c'est 450 millions d'euros de chiffre d'affaires illégal pour les pirates, et je ne parle même pas de la TVA, puisqu'il y a fraude à la TVA. Donc avec 450 millions d'euros annuels d'IPTV pirates, on finance plusieurs Adopi. Donc encore une fois, moi, mon sentiment, c'est qu'on a porté la guerre au mauvais endroit, dans le mauvais timing, et qu'il serait temps qu'on s'inspire de ce que font les Ukrainiens sur leur front, en étant hyper agiles, en étant beaucoup plus offensif et en mobilisant un arsenal juridique qui peut être beaucoup plus simple, sans nécessairement aller fliquer le client final à la fin. Et alors, comment ça se passait à l'époque avec les opérateurs télécoms ? À l'époque, les opérateurs télécoms, de toute façon, ils sont cadrés par une chose qui est leur licence. Pour être opérateur télécom dans n'importe quel pays du monde, il faut avoir une licence. Cette licence, elle s'accompagne d'un certain nombre d'obligations, alors de couverture, de qualité de service, de gestion des services d'urgence aussi, parce que c'est un opérateur vital. Et elle s'accompagne également d'un certain nombre d'obligations, ça c'est moins connu, mais de transmission, voire les écoutes téléphoniques. Tout le monde imagine qu'il y a des gars qui branchent des machins sur les poteaux. Pas du tout. Les écoutes téléphoniques, c'est un appel à un service dédié de l'opérateur en disant « vous mettez cette ligne, vous me dérivez cette ligne, je veux pouvoir l'écouter » dans un cadre légal qui est très strict, qui est très très bien défini, qui est encadré par une commission. C'est-à-dire que pour les écoutes civiles, c'est la Commission nationale d'interception des... Il faut que ce soit une décision de justice, en fait. Absolument. Il y a un cadre légal. Donc, sur l'histoire du piratage, c'est à peu près la même chose. Il a été demandé, dans le cadre, aux opérateurs télécoms de couper, essentiellement de couper les accès des utilisateurs dont on repérait les usages excessifs. Mais on est, encore une fois, je pense qu'on n'est pas dans le bon combat. Alors, on a encore plein de trucs à dire sur Adopi. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Il est 20h. On revient parce que Thomas Serval veut parler sur ce sujet. Évidemment, Fred Simotel aussi. À tout de suite, c'est Tech & Co, la quotidienne. Merci de nous suivre. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour du débrief de l'Actu Tech, il est 20h pile en ce lundi soir. Un grand merci de nous avoir choisi, de nous être fidèles. Tech & Co, la quotidienne avec Thomas Serval ce soir, PDG de Barracoda, à ses côtés Philippe Devost, fondateur de Phileos et cofondateur de Wanadoo, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Nous en étions restés à la Adopi, j'aimerais qu'on y consacre encore quelques minutes, et puis après on passera aux résultats d'Apple. La Adopi, c'était quand même, on va dire une mesure qui avait été mise en place pour limiter le piratage. Est-ce que ça a véritablement été efficace ? Parce que tu le disais tout à l'heure, Philippe, finalement, ça a coûté très très cher par rapport aux résultats qu'on a eus, mais malgré tout, des millions et des millions de mails ont été envoyés aux utilisateurs qui ont arrêté de télécharger. Ou alors ils ont contourné on va dire, les voies techniques pour continuer de télécharger. Non, c'est surtout Netflix, Spotify, Deezer et Apple Music qui ont réglé le problème en proposant une offre beaucoup plus facile qui rendait le piratage juste incroyablement compliqué. Et puis rappelons que tu parlais de l'IPTV qui, elle, ne passe pas dans les fourches codines, en fait, de la loi Adopi. Je crois bien. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est pas complètement, mais le sujet de fond, c'est quand même de savoir si on a le droit ou pas. Manifestement, la Cour de justice de l'Union européenne dit que non, de faire du triple croisement d'adresses IP pour pouvoir identifier et demander aux opérateurs de couper les accès à ces adresses. Mais je crois que
Je crois que Thomas a plein d'éclairages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Hadopi est morte et enterrée là avec cette mesure? C'est le modèle de régulation sur les données individuelles qui est remis en cause. Oui, mais si c'est remis en cause... On l'a affaibli. Non, mais ils pourront toujours avoir ce que je te dis tout à l'heure, on pourra toujours envoyer des mails, on pourra toujours agir dans des actions très encadrées. Par contre, oui, ils n'ont plus le droit de croiser adresse IP, l'identité et le contenu téléchargé. Bon, pour le moment, la phase non, mais s'ils n'ont pas le droit de croiser ça, comment on peut savoir que j'ai téléchargé quelque chose? Non, mais les deux premières phases sont valables. Ce qui est gelé, ce qui va faire un manque à gagner, à nouveau, c'est la phase pénale qui est interdite jusqu'à la réécriture du texte. Mais si on veut se donner un tout petit peu de perspective, Adopi a été créé dans le cadre du téléchargement. Les gens ne font plus de téléchargement, ils font du streaming. Donc ce qu'on a essayé d'attraper, c'est plus la bonne chose. C'est ça le premier des problèmes. Le deuxième des problèmes, c'est qu'il ne faut pas oublier que les opérateurs, ils étaient bien contents qu'il y ait le piratage, parce que les gens achetaient leur PC et s'équipaient en ADSL et en abonnement illimité. Il faut se rappeler que l'Internet de Wanadu, elle était pas nécessairement en illimité, que quelque part, il y avait tout un business qui était lié à la presque historique du Minitel, où on était sur la durée. Voilà. Donc quelque part, à partir du moment où on était bien content de pouvoir télécharger rapidement, donc on allait prendre des abonnements free, des abonnements... Et donc, tu veux dire par là que les opérateurs, finalement... Ils n'étaient pas aussi... Ils n'étaient pas aussi mauvais, un mauvais deal. Et en fait, la vraie question qui est classique en matière de droit pénal, c'est est-ce qu'on a dans le cadre de la drogue, c'est est-ce qu'on doit sanctionner le consommateur ou est-ce qu'on doit sanctionner le distributeur ou le producteur de trucs illégaux. Et donc ça, c'est une philosophie pénale. Le français étant très libertaire, il considère qu'on a le droit de consommer ce qu'on veut dans un cadre privé, et on a utilisé cette chose-là. Il y a des pays où ces problématiques sont relativement faibles. Aux États-Unis, on a des gros procès. Le FBI débarque chez vous et en matière de respect de propriété intellectuelle, les gens déconnent beaucoup moins. Les gens ne font moins de bêtises avec les IP américaines. Ça sera repris par tes enfants. Oui, voilà. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est vrai que on a un droit répressif faible sur la violation de la protection intellectuelle en Europe, beaucoup moins cher qu'aux États-Unis, donc plus difficile de le faire respecter. Et en plus, les moyens légaux qui nous permettaient de le faire respecter sont en train d'être encore plus émoussés par le truc. Donc, quelque part, le caractère dissuasif de l'Hadopi est complètement mort. Ouais. Et rappelons que ce combat était mené depuis des années par la Quadrature du Net, qui finalement a eu une victoire finalement juridique par rapport à ce sujet. Je voudrais juste ajouter deux choses pour terminer. Il y a deux éléphants dans la pièce de mon point de vue. La première, c'est que d'une certaine manière, on est en train de désarmer, on donne l'impression en tout cas qu'on désarme sous la pression d'un régulateur extérieur, mais qu'on désarme notre arsenal anti-piratage au moment même où le Premier ministre annonce le déblocage de 200 millions d'euros pour boucher les trous de l'ANTS. Est-ce que l'État doit protéger les citoyens de... Alors rappelons à l'ANTS, c'est la grosse attaque de l'ANTS. L'Agence nationale des titres sécurisés. La semaine dernière. Conduire, passeport... voilà, tout ça par un ado de 15 ans visiblement. Avec un peu d'IA. Avec un peu d'IA. Oui, sur une faille, si on veut rentrer là-dedans, sur une faille de sécurité qui était découvrable par un enfant de 15 ans. Incroyable. Qui sont... À partir du moment où vous aviez une URL, un lien web valide, il suffisait de changer un chiffre et vous tombiez sur les données de quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle le LIDOR. Voilà. Bon, donc ça existait depuis apparemment le début. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est de qui l'État veut-il protéger en priorité? Est-ce que c'est des pirates? Est-ce que c'est de lui-même? Il y a un petit... bon. Et le deuxième sujet, c'est que l'Arcom se voit refuser le croisement d'adresse IP pour pouvoir essayer de mener sa mission, quel que soit le jugement qu'on porte sur cette mission, au moment même où... aujourd'hui, vous faites les data brokers et les plateformes font du piratage massif, 1000 fois plus intrusif, sur un tas de profils. Puis je crois que l'Arcom, elle ne peut plus communiquer ses données à la justice aussi, c'est ça. Elle peut envoyer des choses, mais communiquer ça à la justice, ça devient compliqué. Et pour moi, il y a un autre élément, c'est qu'on voit, parce que c'est l'Europe qui est derrière, c'est la Commission européenne qui a pris cette décision, et je pense que l'Europe, eux, ils voudraient davantage sanctionner, ils sont toujours en ligne de mire les plateformes, et les plateformes plutôt que les utilisateurs individuels. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, c'est ça, c'est la nécessité de revoir complètement la lutte contre ce type de contenu. Quoi. On fait plus de téléchargement, on fait du streaming, on a des VPN. Et de la revoir à l'ukrainienne, c'est-à-dire de comprendre enfin que dans cette lutte-là,
l'agilité et la vitesse sont des paramètres extrêmement, extrêmement importants et que tout le cadre légal et réglementaire, aussi fondé qu'il soit, ne pourra être opératoire que s'il est rapide. Or, la première chose qu'on voit aujourd'hui dans un cadre réglementaire, c'est le délai. Ouais. Et quand il y a un lien streaming d'un match de foot qui est en train d'être diffusé, si on a l'interdiction 2 jours après, c'est beaucoup moins intéressant. En Ukraine, c'est ça, c'est le déréférencement, c'est la coupure des revenus pubs, c'est le blocage des DNS et des adresses IP. Non, je parlais en Ukraine. Pardon, je faisais le parallèle avec la guerre en Ukraine. Ouais. Si on décide qu'on est en guerre contre les pirates et en guerre contre les plateformes, il n'y a pas une technologie qui encourage le piratage, particulière à ce en Ukraine. moment-là, les armes qu'il faut utiliser sont du même ordre ou pourraient s'inspirer de la manière dont l'Ukraine résout aujourd'hui. Blocage des DNS, des référencements, coupure. Il faut aussi savoir qu'elles existent, ces armes. Attention, il ne faut pas aussi montrer qu'on est démunis. C'est pour ça que je dis qu'il y avait une sorte de complicité passive. Ces armes, il suffit juste de vouloir les utiliser. Elles existent. C'est-à-dire couper un DNS, il y a plein de manières techniques, on peut rentrer dans les détails, mais si demain je veux m'attaquer sérieusement aux plateformes de piratage, je peux m'y attaquer sérieusement. Tu parlais de la drogue, les flux financiers, les infrastructures, les plateformes pirates, on est en plein dedans, il suffit de cibler ça et on y arrive. Il y a de grands groupes de pirates qui tombent de temps en temps, mais bon. C'était les Américains. Ouais. Non, il y a eu en Europe, il y a eu quelques opérations. Oui, en Espagne notamment. L'Espagne, mais on parle, l'unité de compte, c'est quelques dizaines de millions d'utilisateurs. Et puis le côté pénal est un peu compliqué aussi. Les sanctions ne sont pas toujours aussi fortes qu'elles le devraient par rapport à ce qu'ils ont mis en péril. Et puis ce qu'il y a de dingue, c'est que l'IPTV, c'est en fait, je ne sais pas vous, mais c'est hyper répandu. C'est-à-dire que... Il y a 10 millions de personnes. Non, mais les gens ont ça comme ils ont un abonnement chez Netflix, en fait. Et en plus, certains, comme ils payent, alors n'ont même maintenant, pas avec les l'impression téléconnectés, vous n'avez même plus besoin de boîtier. Vous téléchargez des applications et vous rentrez des codes, etc. Et vous avez toutes vos chaînes sur votre téléconnecté. Et en plus, comme certains payent, je suis sûr qu'il y a même des gens qui payent et qui sont persuadés. Non, mais qui se disent c'est génial. Ouais, c'est génial. Mais je paye moins cher que toi, tiens, parce que moi, pour je sais pas combien par mois, j'ai tout. Le paradoxe dans tout ça, c'est que souvent, derrière un contenu illégal, il y a l'apprentissage d'une nouvelle technologie. Depuis l'histoire de la vérification de l'âge, tout le monde sait utiliser un VPN. Comme en Chine, tout le monde sait utiliser un VPN. Et donc, on se rend compte que le français, qui avait un niveau technologique assez limité, il augmente peu à peu dans sa compréhension de l'Internet. VPN, c'était quelque chose que... mes parents n'avaient jamais entendu parler. Les petits-enfants, ils ont installé le VPN pour accéder à tel contenu, parce qu'il y a cette nouvelle série aux États-Unis. Et on voit bien que derrière tous les ventes de VPN aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière les VPN ? Si on veut arrêter les contenus, on fait en sorte que certaines gens qui vendent des VPN, ils n'ont plus le droit, parce qu'il y a peu de gens, à part les entreprises qui en ont besoin pour des raisons de sécurité, pour le consommateur lambda, le VPN, il ne sert pas à faire des choses légales en particulier. Ce que je trouve intéressant, malgré tout, c'est que les gens sont prêts à payer pour avoir des contenus. Parce qu'ils sont prêts à donner un petit peu d'argent pour avoir des contenus. Ce qui tue, en fait, ce business, c'est l'accumulation des abonnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez du foot, des séries, des films, des matchs de tennis qui sont à l'autre bout du monde, etc., vous vous retrouvez avec 80, 100 euros par mois. C'est ça le problème. Je pense que les gens sont prêts à payer, mais ils sont pas prêts à donner, pour la plupart, 100 euros par mois pour être abonné à tous les services de streaming. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette accumulation d'abonnements qui, aujourd'hui, plombe en fait le budget des foyers. On sort d'un monde ancien qui était... On s'éloigne du sujet, mais non, mais on sort d'un monde ancien qui était très simple, dans lequel, si on voulait des contenus premium, on s'abonnait à une chaîne dont je ne vais pas dire le nom ici, puisque nous sommes à la télévision. Mais tu peux, c'est Canal+. Voilà, on s'abonnait à Canal et on avait toute l'offre premium. Et donc l'équation, elle était simple. Il y avait ceux qui avaient, ceux qui n'avaient pas. Puis au passage, il y avait ceux qui pirataient le décodeur Canal, mais c'est une autre histoire. Ne parle pas de Thomas Serval comme ça, s'il te plaît. Aujourd'hui, parce que ça, franchement, c'est pas sympa. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, la fragmentation de l'offre, mais même sur... Alors, on a parlé du foot, mais même sur... regarde, sur un tournoi qui va arriver dans pas longtemps, qui est Roland-Garros. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu ne sais pas où tu vas regarder les matchs qui t'intéressent. Il y a France Télé, il y a Prime Video. Oui. Je crois qu'il y en a un troisième. Eurosport.
Mais si en gratuit dans la journée, tu as France Télé, et le soir, c'est Prime. C'est Prime. Mais tu peux voir des matchs de Coranex avec encore un autre abonnement. Non, mais voilà. Si on veut faire un souvenir d'anciens combattants, il y a 25 ans, j'ai fait ma thèse sur cette thématique-là. Qu'est-ce qu'on savait avec sur le piratage du décodeur? Non, sur pourquoi on vend du streaming, on allait vendre du streaming. En fait, tout ce qui était téléchargeable était réplicable gratuitement à l'infini. Donc, quelque part, on n'arrivait pas à stopper la consommation de quelque chose de téléchargeable. D'où le fait que Adopi ne servait pas à grand-chose, puisque quelque part, une fois que je l'avais, je pouvais le recopier. Donc, la seule manière qu'on avait de pouvoir protéger et de faire payer les gens pour des contenus, c'est beaucoup plus facile de faire payer des gens pour du streaming que de faire payer des gens pour du téléchargement. Et on a bien vu qu'à part Apple, qui avait une sorte de monopole sur la distribution et la consommation, personne n'a vraiment réussi. La VOD, etc., ont été des fours, la plupart des services de VOD. Donc, quelque part, ce qu'on savait par la théorie économique, c'est que le coût de réplication d'un bien gratuit, surtout qu'en plus, quand quelqu'un consomme un contenu vidéo, il n'empêche pas quelqu'un d'autre de le consommer. Donc, on était vraiment dans le fait que le streaming était la seule manière de créer un modèle économique viable. Après, dans le streaming, il y a la notion de bundling. C'est-à-dire quelque part, en fait, et c'est Canal+ qui a un peu inventé la chose, c'est que, comme dans un journal, vous achetez tout un journal qui contient beaucoup de nouvelles, mais vous allez lire 5 articles. Parce qu'il y a 5 articles qui vous intéressent. Mais on vous vend tout le journal. Donc pourquoi donc c'est là que se sont créés ces fameux bouquets. Et donc quelque part, quand vous achetez Netflix, vous l'achetez et on voit bien ce que fait Prime Video ou Canal+. À l'époque, Canal faisait ça avec le satellite aussi. Hein. Voilà, on met en avant 1 ou 2 contenus qui sont premium, rares, etc. pour justifier que derrière, il y a 100 nanars qui ont été pris dans des bases de données. Donc aujourd'hui, toute l'économie du streaming, c'est de créer du désir sur 2 ou 3 contenus premium. Bien sûr. Voilà. Et puis après, comment on fait pour les films, c'est pas génial parce qu'on peut quand même les récupérer en streaming. Donc en fait, il y a des contenus qui ont une forte valeur ajoutée. C'était la tentative d'Orange dans les années 2000, mais c'est la tentative maintenant de Amazon, etc., qui sont News, Talk and Sport. Alors, pourquoi News, Talk and Sport? Alors, c'était Alain Veil qui était votre cofondateur, qui avait vraiment cette vision que pour exister sur le streaming dans un monde très concurrentiel, il faut avoir du news parce que il faut la consommer aujourd'hui. On ne peut pas avoir de la news d'hier, elle ne vaut rien. Talk. Et puis il faut un savoir-faire particulier pour faire la news. Talk, parce que c'est ce qu'on fait là, on fait du talk. C'est quelque part, c'est de l'interaction entre les gens, ça on ne peut pas la générer. Et le sport. Du talk très haut de gamme, si je puis me permettre. Oui. Voilà. Et puis le sport, parce que quelque part, le film, un film on peut le rejouer, mais la finale OM, c'est difficile, on peut la rejouer. Elle aura de la valeur dans 15 ans quand elle aura été recompilée dans l'histoire. Comme les matchs Borg-Lendl résumés en 20 minutes sur YouTube. Et donc pourquoi il y a ce bundle, c'est qu'en fait pourquoi on est obligé d'acheter, parce que chacun fait la même stratégie, chercher contenu exclusif, vous en voulez un dans l'abonnement 1, un dans l'abonnement 2. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que s'il y a l'essor de l'IPTV, c'est parce qu'il y a un problème par ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens de donner 100 € par mois pour avoir tout ce contenu. Tu expliquais très bien que dans tout ce contenu, il y a peut-être 10% du contenu qui t'intéresse, mais tu vas payer 100 malgré tout, alors que l'IPTV, tu vas payer 10 et tu as accès à 100, en fait. Et tu regardes que ce que tu veux. Puis le pay-per-view ne marche pas forcément non plus. Non, mais c'est ça. Et je pense qu'il faudrait que les industriels du divertissement s'intéressent aussi à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début du piratage, on parlait de la licence globale. Combien de fois on avait évoqué ce sujet-là? Philippe, toi, à l'époque de Wanadoo, c'était un sujet qu'on évoquait tout le temps, qui avait été même pris en main par les politiques à l'époque. Il y avait tout un débat là-dessus. Une licence globale, on payait... En fait, les Français payaient quelques dizaines d'euros. Spotify et Deezer, c'est la licence globale. Il faut voir que la licence globale, elle marche quand même pas mal. Parce que là, on parlait de licence globale. Il y avait la musique, il y avait le cinéma, il y avait plein de choses. Spotify, tu payes que la musique. Mais si tu fais ça, tu vas... Non, mais à l'époque, je reviens, c'était juste une petite digression pour dire que ce sujet est infini, finalement. On en parlait déjà à l'époque. Tout le problème, et c'est l'origine d'Adopi, c'est intéressant de le rappeler, c'était pour financer la création. Donc en fait, on oublie toujours que derrière... C'était pour protéger la création. Pour protéger, mais aussi pour la financer, parce que si tu ne la payais pas, elle ne se finançait pas. Et donc on oublie toujours qu'une des raisons pour lesquelles on demande aux gens de payer 100, c'est pour payer les créateurs, et c'est un des grands débats, on a eu tout ce cirque autour de la télé publique, mais aujourd'hui, l'argent qui est investi dans les télés publiques, c'est de l'argent qui va dans le contenu. Ce contenu, il est produit pour qu'il y ait de la création. Et on voit bien que s'il n'y a pas cet écosystème de gens qui payent, il n'y a plus les artistes ou les journalistes. Donc c'est un écosystème qui est relativement fragile. Le problème, c'est qu'on joue à armes inégales dans un monde où on contrôle plus les infrastructures, ou très mal les infrastructures, même si l'opérateur sert. Les plateformes, c'est Netflix, et ça.
Et puis qu'on met beaucoup de temps. On n'est pas assez agile. Si on savait réagir, une nouvelle techno, on s'est bougé en quelques mois, on bouge, et puis voilà, là, enfin bon. On pourrait faire 1 heure sur ce sujet qui est passionnant, enfin moi qui me passionne. Dans l'actualité, on n'a pas pu en parler en fin de semaine puisque évidemment, week-end du 1er mai c'était compliqué. J'aimerais quand même qu'on revienne aux résultats Q1 2026 d'Apple qui pulvérise en fait tous les records. Donc chiffre d'affaires trimestriel de 111,2 milliards de dollars, bénéfice net de quasiment 30 milliards, l'iPhone 17 qui s'arrache, des Mac Studio qui sont introuvables, le Mac Neo qui n'est pas encore dans les résultats financiers, qui est en train de faire un carton. Bref, Tim Cook laisse un héritage, on va dire, financier à John Tornus qui est incroyable, Fred. C'est une vraie réussite. Oui, c'est une vraie réussite. Avec la Chine aussi, le réveil de la Chine, encore une fois. On voit quand même l'iPhone, la croissance iPhone, c'est supérieur. C'est 57 milliards sur le trimestre, c'est plus 22%, c'est plus que le chiffre d'affaires global. Dingue, ouais. On voit qu'évidemment, Apple, c'est une machine de guerre. Avec ces iPhones, il y en a plus de 2 milliards qui circulent. Enfin, c'est une vraie machine de guerre. Et maintenant, ce qui va être intéressant, alors... toujours ce qu'on dit, ils captent le volume premium, ils ont maintenant en plus cette plateforme hardware, software et puis les services derrière. Maintenant, les warnings, il commence à y en avoir quand même quelques-uns. L'IA, on le répète souvent ici, le coût des composants, parce que ça quand même, c'est en train de peser sur la balance. Et ça semble, on peut dire oui, ça va être provisoire le temps d'eux, mais quand même, on a eu le coût Covid, on a eu le coût là des guerres, les composants, on en demande de plus en plus, donc là, il y a quand même un warning. Et maintenant, c'est de voir, pour John Ternus, comment ça va se passer. Est-ce que l'iPhone doit continuer à être la plateforme pour les 5 prochaines années, ou est-ce qu'il faut commencer à réfléchir à d'autres modèles, en tout cas à la fois d'autres business models et d'autres outils, on parle des lunettes, on parle d'autres choses. Le modèle fermé, est-ce qu'il va continuer aussi? Ça c'est important, Apple reste toujours dans son univers. Est-ce que cet écosystème continuera avec les Chinois qui poussent, les Indiens de l'autre côté? On ne parle pas beaucoup de l'Amérique du Sud, mais là aussi ça bouge quand même beaucoup. Et puis le virage de l'IA dont on parle ici régulièrement, et Apple, on n'a pas l'impression que pour l'instant il commence à le négocier, mais voilà, on attend un peu plus. Moi, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, Frédéric, sur le virage de l'IA. Apple est une boîte qui prend son temps, qui accélère au milieu en général. Qui n'hésite pas à tuer des projets au bout de 3-4 ans qui ont alimenté les rumeurs et les spéculations les plus folles. C'était le cas de la voiture. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le Mac Studio qui s'arrache, c'est que subitement, tout le monde découvre que l'architecture des puces série M qu'il y a dans tous les Mac depuis 10 ans a un truc que personne n'avait vu, qui est la mémoire unifiée, qui est partagée entre le processeur central, le CPU et tous les modules GPU des accélérateurs graphiques qui maintenant servent à faire de l'inférence, donc de l'IA, et que cette mémoire, elle est partagée à des vitesses absolument ahurissantes. Et donc, subitement, les gens s'aperçoivent que d'un côté, il y a des modèles d'IA open source qu'on peut installer. De l'autre, il y a des machines qui savent les faire tourner à très, très grande vitesse. Et que ça, c'est le cas depuis plusieurs années. Donc, à mon avis, ils ont sur l'infrastructure IA, ils ont tout juste. Sur l'interface, ils ont tout faux. Ou en tout cas, on les attend depuis toujours. Mais une fois qu'ils auront craqué le sujet, tout le parc est là. Le paradoxe, souvent, dans les boîtes de tech, c'est que quand les boîtes ont des trop bons résultats financiers, je me rappelle la conversation avec le CFO de Google, c'est qu'elles n'ont pas assez investi. Et il faut voir que, par exemple, un Amazon par rapport à un Apple ont beaucoup investi avec une profitabilité qui n'était pas très bonne. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est effectivement le quarter de célébration de l'efficacité absolue. Ils n'ont pas assez investi probablement dans la partie infrastructure IA. Ils ont les composants au niveau consommation, Edge AI, etc. Mais effectivement, on voit bien qu'ils ont ralenti par rapport à des Microsoft ou des Google qui investissent comme des fous dans les data centers. Ça prend une part des investissements et ça pèse déjà sur les résultats de Google, ça pèse déjà sur les résultats de Microsoft. Aujourd'hui, ça n'apparaît pas vraiment dans les résultats d'Apple. Donc, quelque part, il y a aussi une raison pour laquelle les boîtes gagnent de l'argent, c'est qu'elles investissent un peu moins que les autres. Donc, je pense qu'il faut regarder, et c'est un peu ce quarter exceptionnel sur le fait de dire
il y a une baisse de la pression concurrentielle sur le haut de gamme. On a l'impression que Samsung n'a pas renoncé, mais disons qu'ils se contentent finalement assez bien du volume de moyenne gamme. Et puis, on a laissé et on laisse encore... moi, je me rappelle cette conversation avec un des patrons de Verizon. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte en France, mais aux États-Unis, l'iPhone, c'est 80% de part de marché. Oui. Avec un cycle de renouvellement assez actif. Voilà, donc quelque part, en fait, ils sont indexés sur la croissance des États-Unis. Et c'est là la question que tu posais qui est assez intéressante, c'est que quand tu es leader de marché, le category maker, tu es un price maker. C'est-à-dire quelque part, aujourd'hui, le fait que Apple augmente de 5 euros ou de 10 euros ou de $20 son prix, ça ne fait pas baisser significativement sa demande. Ça augmente ses marges. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec beaucoup de talent, ce qui fait qu'en tant qu'investisseur, c'est pour ça que l'action est encore... Il est capable de se défendre par rapport à des marques qui, si jamais leur prix, prenons tous les autres à part Apple, si jamais le prix du Samsung ou du Huawei, etc., il baisse ou il augmente de 5 à 10 euros, et bien tout de suite, la demande va partir à gauche ou à droite. Apple est la seule marque aujourd'hui, avec un peu Samsung, capable d'avoir cette capacité de price maker. Warren Buffett, c'est son premier caractère d'investissement. C'est pour ça qu'il est chez Apple. C'est est-ce que tu peux fabriquer ton prix ? Et donc l'augmentation du coût des composants, probablement, tapera moins dans les profits d'Apple que ceux de ses concurrents. En tous les cas, ça va être intéressant de voir quelle direction va prendre John Ternus dans les semaines et les mois qui viennent. Et rappelons que sa première keynote, ce sera celle de septembre prochain. Il y aura celle de juin qui arrive là. Oui, mais alors je pense que Tim Cook sera toujours... Peut-être qu'ils seront là tous les deux. Oui, il sera le passage mais de première keynote officielle de John Ternus, ce sera la rentrée pour les nouveaux iPhones. Donc cet éventuel iPhone pliable, comme vous voulez, qui devrait pas tarder à sortir. Toujours Thomas Serval avec nous, Philippe Devos, Frédéric Simotel. Pour terminer, j'aimerais qu'on revienne sur une fonctionnalité que T-Mobile a intégrée en juillet 2025 sur le territoire américain. Abonné T-Mobile, vous avez un iPhone ou un téléphone compatible. Eh bien, si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez utiliser Starlink. On en avait beaucoup parlé à l'époque parce que, effectivement, c'est quand même assez révolutionnaire le fait de se dire, voilà, tu es dans les Rocheuses, tu n'as pas de réseau, tu captes malgré tout. Dans la montagne corse. Ou dans la montagne corse, à côté des bergers et peut-être des boucs. Avoir un peu de réseau, c'est pas mal. Oui, ou sur la 86, à certains endroits. Où il n'y a pas de réseau non plus. Ça coupe. Il n'y a pas de berger, là, en revanche. C'est rare, en tout cas. Non, mais je prenais l'exemple américain parce que T-Mobile, évidemment, est américain. Donc, ils ont proposé cette fonctionnalité. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Il faut savoir que le PDG Srini Gopalan a reconnu une sous-utilisation massive. En fait, l'essentiel du trafic se concentre dans les parcs nationaux et partout ailleurs, les abonnés n'activent quasiment jamais la bascule vers le satellite parce qu'ils ont du réseau. Et c'est là qu'on se dit que finalement, les opérateurs télécoms ne sont pas complètement morts. Thomas ? Non, mais donc, le fait que ça ne marche pas... Il y a deux raisons. Effectivement, les États-Unis, T-Mobile d'abord par rapport aux autres, c'est celui qui avait le réseau le moins déployé. Donc effectivement, c'était ceux qui étaient les plus légitimes à aller chercher de la complémentarité dans ce qu'on appelle les zones blanches où le satellite allait répondre à un besoin. La réalité, ils ont une moins bonne couverture que les autres, que ils sont plus petits que les autres, ou Verizon. Challenger, parce que Verizon et NT&T, c'est les deux historiques qui ont racheté à peu près tout, et T-Mobile a toujours été un petit peu le challenger en ayant une couverture légèrement moins bonne et en étant un peu moins cher aussi. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Bon, après, en fait, les gens ont pris aussi certaines habitudes. Une des questions de base, c'est est-ce que ça marche techniquement pas bien ou est-ce que c'est le consommateur qui ne l'active pas. La réalité, quand on a regardé l'étude du marché sur la communication mobile par satellite, c'est que c'est quand même sur les bateaux, dans les avions, c'est là que l'usage est massif parce qu'il n'y a pas d'alternative. Dès qu'il y a une alternative, les gens préfèrent ce qui existe. Bien sûr. C'est un complément et c'est pas un remplacement. Exactement. Philippe ? Oui, sachant que, faut distinguer sur les bateaux dans les avions. Là, ce dont on est en train de parler, c'est de la possibilité, avec son téléphone, de parler à un satellite de Starlink pour essayer de faire quelque chose. Et tout de suite, moi, ce qui me semble, c'est que l'offre, elle est très, très inférieure à toute offre d'un opérateur mobile quelconque quand il y a de la couverture. C'est un sujet, c'est un airbag. C'est-à-dire que c'est très très utile en cas de gros pépins, mais on n'a pas du tout envie que ça se déclenche. Voilà, c'est un airbag. Mais derrière, il y a toute l'offre, et notamment l'offre de Starlink pour les personnes en mobilité, je pense aux camping-cars, mais aux bateaux aussi, sur lesquels c'est époustouflant. Dès que vous avez la place,
de mettre une petite antenne et d'avoir un peu de courant qui rentre dedans, sur un bateau où vous en avez a priori, là, vous avez une expérience de communication qui est équivalente à celle du haut débit ou du très haut débit qu'on a sur le territoire. Voire même meilleure, parce que l'installation d'une antenne Starlink, c'est plus simple que l'installation de n'importe quelle box. C'est ce qui a changé au Vendée Globe. Hein. Les marins, ce qui a changé. Pour 3 000 €, ils avaient leur antenne, puis après l'abonnement. Alors qu'avant, avec Iridium, c'était... Si tu veux, le paradoxe, c'est que quand tu transposes ça au mobile, l'offre téléphone par satellite, elle est super décevante. Tu peux envoyer quelques SMS et tu peux éventuellement passer des communications vocales, mais pas plus. Ouais. Donc, pas regarder ton TikTok. À côté de ça rentre quand même dans une offre d'antenne. Hein. C'est parce qu'en fait, il faut une grosse antenne, on ne peut pas le mettre dans un petit téléphone. Et c'est pas une question de capacité, c'est juste qu'il y a la physique. D'où les nouvelles générations des satellites Starlink qui permettront d'avoir plus de fonctionnalités depuis son téléphone et notamment un peu d'Internet, visiblement. On pourrait avoir quelques mégabits par seconde. Et ils ont construit une offre complète. Alors, cela étant, moi, j'en ai fait les frais parce qu'il n'y a pas très longtemps... j'ai voulu suspendre un abonnement dont je me servais de manière très intermittente. J'ai découvert qu'ils avaient une fonction veille qui te coûte 5 € par mois et qui permet juste de réactiver son antenne à distance. Mais quand tu la réactives, ce qui m'est arrivé, là, subitement, les offres de forfait, etc. ont changé. Et donc, ils ont un empilement tarifaire en fonction du débit, de la période, etc., qui devient assez grand. En fonction de si l'antenne est dans une zone géographique précise ou si elle est sur ton camping-car ou sur ton bateau. Et donc, dans toute cette jungle d'offres, l'offre en plus pour pouvoir téléphoner depuis un parc national, c'est très bien quand on est américain dans un parc national. Ouais. Mais ça reste, pour moi, ça reste pour l'instant un service d'appoint. Oui, c'est clair. Et puis tu prends un pays, un territoire comme la France, qui a une excellente couverture. C'est vrai qu'il y a encore des zones blanches. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Mais il y en a très très peu. Finalement, l'usage de ces technologies est quand même assez limité. Mais il y a quand même, si on tire un trait... Sauf dans le résidentiel. Et on termine avec ça, oui, Thomas. Il y a quand même il faut souvent tirer un trait avec Elon Musk, il faut regarder quand même à 3-5 ans. On est quand même en train de créer un monopole de la communication permanente par satellite, partout. Et quand il aura le monopole, ça va commencer à coûter cher quand tu n'as pas le choix. Merci beaucoup à tous les trois. C'était top ce débrief de l'actu. Merci Fred. Non, à mercredi. Oui, demain, tu n'es pas là. Demain, Grand Prix Focus Retail. Tu me fais encore une infidélité, mais bon, c'est pour du e-commerce. C'est pour des strass et des paillettes. Qui fonctionne. Il va mettre son plus bel habit de lumière demain, Fred. Focus Retail, ça sera diffusé quand ? Ce sera diffusé après-demain. Après-demain, après Tech & Co. Avec quelques belles marques dans le retail. Et voilà, demain 21h30. Demain 21h30. Mardi 21h30, voilà. Merci dans l'oreillette. Merci à Thomas Serval. Merci. Et merci à Philippe Devost. Pour tous les geeks qui nous écoutent, may the force be with you. Oh. Exactement. Et oui, aujourd'hui, jour. May the force be with you, j'aime bien. Force of May. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne, on revient dans un instant. On a encore 30 minutes à passer ensemble avec, pour les 20 minutes qui suivent, un joli petit débrief du salon de l'auto de Pékin. Vous allez voir, c'est passionnant. Voiture électrique, autonomie record, véhicule autonome. On va en parler avec Julien Bonnet et Jean-Baptiste Nicolet de The E-Collection, sa chaîne YouTube. Et puis, après cette petite pause, c'est Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash, comme chaque soir. Belle soirée. Merci d'être là, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h32, le retour de Tech & Co sur BFM Business. Belle soirée avec nous. Vous restez là. Bien entendu, dans un instant, petit détour du côté de la rédaction de BFM Tech. Et après, on plongera dans les meilleurs moments du salon de l'auto de Pékin qui s'est déroulé la semaine dernière avec Julien Bonnet et Jean-Baptiste Nicolet de The E-Collection. Mais dans l'immédiat, le Tech Flash, un point complet sur l'actualité du jour. L'actualité tech, bien sûr, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, c'est une offre à laquelle personne s'attendait. Le distributeur de jeux vidéo GameStop veut racheter eBay pour 56 milliards de dollars, alors même que la plateforme de e-commerce est valorisée 4 fois plus que lui en bourse. Une offre non sollicitée dans le cadre d'un plan très ambitieux. Le PDG de GameStop veut faire d'eBay un concurrent direct d'Amazon. Également, dans l'actualité, le Pentagone signe avec 16
7 géants de la tech. Parmi eux, SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia ou encore Amazon. Tous vont ouvrir leur modèle d'IA pour des opérations classifiées, y compris sur le champ de bataille. En revanche, Washington a définitivement écarté Anthropic, avec qui il est toujours en contentieux. Et puis aux États-Unis, Léa, T-Mobile admet que Starlink est moins utilisé que prévu. Et oui, il est pourtant le premier et le seul opérateur à proposer ce service par satellite à ses abonnés. Mais 7 mois plus tard, les chiffres sont très en dessous des attentes. L'essentiel du trafic se concentre uniquement dans les zones blanches, mais partout ailleurs, les abonnés n'activent quasiment jamais l'option, et cela pour une raison, le réseau terrestre suffit largement. Et puis en Chine, un tribunal a tranché, licencier un salarié pour le remplacer par une IA est désormais illégal. La justice a estimé qu'une entreprise ne pouvait pas licencier un employé au seul motif qu'une IA était capable d'effectuer son travail. Une décision qui fait désormais jurisprudence dans le pays, alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, les plans de licenciement liés à l'IA se multiplient. Et enfin, aux Oscars, il n'y aura pas d'IA à l'écran ou presque. L'Académie a annoncé vendredi de nouvelles règles. Les performances et les scénarios générés par IA ne pourront pas concourir dans plusieurs catégories, dont celles qui concernent l'interprétation et l'écriture. En revanche, pour les effets visuels, le son, le montage ou encore la musique, l'IA restera tolérée. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour un nouvel épisode de Multijoueur, votre émission dédiée aux jeux vidéo en compagnie de Mélinda Davansoulas. Et cette semaine au programme, la 6e édition des Games Made in France, une soirée qui met à l'honneur les studios français dans le jeu vidéo. On écoute tout de suite un extrait. On a cette chance-là en France d'avoir un réservoir de studios naissants tous les ans qui est énorme. Comment ça se passe ? C'est vous qui allez les chercher ? C'est eux qui se manifestent. Comment et sinon ils peuvent se manifester ? Alors si on avait plus de temps, sûrement qu'on irait les chercher, mais en vrai pas du tout. C'est vrai que c'est beaucoup de contacts proactifs de la part des studios, du bouche à oreille. On travaille aussi beaucoup avec les pouvoirs publics, le CNC, la région Île-de-France qui du coup nous préconise et nous amène aussi certains studios, ou les copains qui conseillent comme tout studio, on manque de réseau, on manque de savoir-faire, on manque aussi de trucs et astuces qui nous permettent de tirer notre épingle du jeu, et du coup les studios sont très demandeurs. Et comme dans chaque crise il y a aussi une opportunité, typiquement on n'a jamais eu autant d'adhésion que ces 3 derniers mois, parce que c'est un secteur qui reste très dynamique, et du coup on a beaucoup de création de studios, et donc là on a eu plein de toutes petites équipes de solo dev qui viennent nous voir pour commencer à se tisser un peu de réseau et à apprendre un peu de leurs pairs. Et vous pouvez retrouver bien sûr Multijoueur sur la chaîne YouTube de BFM Tech, bien évidemment. 20h36, direction le site de BFM Tech avec Salomé Ferrari qui nous a rejoint. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Journaliste bien sûr à la rédaction de BFM Tech. Une petite page d'histoire qui se tourne, peut-être même une petite larme qui coule, le Salomé. Ça dépend pour qui. Oui, c'est vrai, parce que tu n'as pas connu ça, toi. J'avoue. Voire même pas né. Ask.com, l'un des plus anciens moteurs de recherche, a fermé ses portes dans l'indifférence générale. Enfin, pas tout à fait générale, puisqu'on en parle ce soir, Salomé. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous tout. Et oui, tu l'as dit, c'est une disparition qui en dit long quand même sur l'histoire d'Internet, parce que le 1er mai 2026, Ask.com a fermé ses portes, après 30 ans quand même de bons et loyaux services. Donc effectivement, les plus jeunes comme moi ne connaissent pas forcément, mais alors dans les années 90, ça faisait partie des pionniers du web. Alors à l'époque de sa création en 96, le moteur s'appelait Ask Jeeves. Il avait une idée assez révolutionnaire pour son temps, poser des questions en langage naturel, donc pas des mots-clés mais des vraies phrases. Donc vous pouvez par exemple demander trouve-moi un bon resto ou comment changer une roue. Alors en réalité, Ask Jeeves c'était déjà une forme d'ancêtre de ce que sont aujourd'hui les IA, assistants d'IA comme ChatGPT, sauf qu'à l'époque, les réponses elles étaient déjà écrites et souvent par des humains, donc le moteur de recherche a essayé juste de faire coïncider des réponses déjà préécrites où il y avait des messages automatiques. Mais voilà, entre-temps, le web a changé d'échelle.
Et la concurrence surtout est arrivée, Salomé. Exactement. C'est ça le point difficile. Le problème à chaque fois finalement. Mais oui. Donc on a déjà eu Yahoo en 94, mais le pire ça a été l'arrivée forcément de Google en 98, un acteur plus rapide, plus précis et surtout plus puissant. Alors forcément, Ask a bien tenté de résister. L'entreprise a été rachetée en 2005. Ils ont changé de nom en devenant Ask.com. Elle a dit adieu à sa mascotte, le fameux majordome. Elle a proposé une version française, une version pour enfants. Elle s'est modernisée. Elle est même apparue dans plusieurs films et séries. Mais rien n'y fait, même à son pic avec 100 millions d'utilisateurs mensuels. Ça ne rivalise pas forcément avec Google, avec des milliards d'utilisateurs. Donc l'entreprise licencie. Et alors le coup de grâce, forcément, ça a été l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, la recherche ne passe plus par des moteurs, mais par des assistants. Oui. On ne cherche plus, on demande. Et alors dans ce nouveau monde, Ask, pourtant visionnaire à ses débuts, n'a pas su tenir le rythme. Eh bien voilà, merci beaucoup Salomé Ferrari. Pour en savoir plus sur ce sujet, évidemment, l'article dans son intégralité vous attend sur le site de BFM Tech. À demain Salomé, merci beaucoup. Allez, on plonge maintenant dans l'actualité de l'automobile avec le salon de Pékin et nos deux invités qui y étaient. Ils vont tout nous raconter tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, décryptage. Et je suis très heureux d'accueillir sur le plateau de Tech & Co ce soir Julien Bonnet. Salut Julien. Salut François. Journaliste à BFM Business et notre monsieur Auto, ici dans la maison. Il y a de quoi faire. Ça va Julien? Bah oui, alors, super. Tu reviens de Chine pour ce salon, pas trop décalqué comme on dit? Non, ça va, on va bien. C'est plutôt bien remis. Voilà, gros salon et on est aussi ravis d'avoir Jean-Baptiste Nicolet. Salut Jean-Baptiste. Salut François, salut ravi Julien. de te retrouver. Jean-Baptiste est YouTuber tech, créateur de la chaîne The E-Collection que vous suivez sans aucun doute et si ce n'est pas le cas, allez-y, vous ne le regretterez pas. Donc, toi aussi, tu étais donc dans ce salon incroyable. À Pékin. Avec des chiffres dingues. Je crois qu'il y a eu quasiment 1500 voitures qui ont été présentées. Le plus gros salon automobile au monde, Julien. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu un portrait de ce salon? Si on le compare, par exemple, à notre mondial de l'auto. Oui, en plus, c'est plutôt une bonne comparaison parce que lui aussi, il est en alternance avec le salon de Shanghai. Et on l'aura cette année, d'ailleurs. Et on a le mondial de l'auto cette année. Donc, on va dire Pékin est sur les années Paris et Shanghai est plutôt sur les années anciennement Francfort et maintenant Munich depuis quelques années maintenant. Et donc c'est juste tout simplement énorme, le palais d'exposition de Pékin comme on peut se l'imaginer, 17 halls consacrés uniquement à ce salon de l'auto, 380 000 mètres carrés, donc ça parle pas trop, mais en gros je pense que tout c'est grand. On a beaucoup marché, c'était un bon entraînement pour le mondial de l'auto à venir. Et en termes de nouveautés aussi, ça a pratiquement 1500 véhicules exposés, donc j'ai comparé un peu avec le 17 halls. 17 halls, ouais. C'est beaucoup plus grand que le CES de Las Vegas. Ouais, c'est ça, même en surface. C'est le double presque. Enfin, on fait que marcher. Parce qu'on parle de hall qui présente des voitures. Donc c'est beaucoup plus grand que des smartphones. Et donc, forcément, les voitures, ça prend de la place en plus. C'est dingue. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, et vous allez peut-être me dire votre point de vue là-dessus, c'est que on a l'impression que les forces inverses avant. Qui étaient les locomotives de ces salons? C'était les marques prestigieuses européennes, les Audi, les BMW, les Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, etc. Mais aujourd'hui, ce sont les outsiders, ces constructeurs-là. On est d'accord ou pas? Complètement. C'est vraiment la tendance en plus qui se dégage du salon où les constructeurs chinois sont tellement puissants qu'ils occupent des halls entiers. Tu l'as dit. Donc, en plus, ils jouent à domicile, les gars. Quoi. Oui, ça on sent que voilà. Et clairement, 70% du marché chinois en 2025 des marques chinoises, alors qu'il y a 10 ans c'était l'inverse, 70% marques européennes, 30% marques chinoises, donc on voit cette montée en puissance, d'autant plus sur l'électrique, où dans les rues, on le voit, qu'il y a énormément de voitures électriques en circulation, avec ces fameuses plaques vertes, donc qui permettent en plus de la reconnaître en un coup d'œil, sans forcément regarder le pot d'échappement absent de l'arrière du véhicule. Donc non, c'est une vraie force de frappe, et ils sont même en domination assez forte sur l'électrique, où les marques traditionnelles ont quand même du souci à se faire, même si elles résistent. Et pour la plupart, elles étaient présentes sur ce salon. Le grand absent, c'était peut-être Tesla, à signaler, qui est aussi très présent, je trouve, dans la circulation. On voit beaucoup de modèles 3, beaucoup de modèles Y, mais eux, ils ont choisi de bouder le salon. Je pense aussi parce qu'ils n'ont pas énormément de nouveautés à présenter, donc c'est pas grand-chose. Ce pari... mais... Ça aurait pu peut-être leur desservir même. C'est ça, mais je me suis fait la comparaison avec Tesla. T'as pas de nouveauté, qu'est-ce que tu vas montrer? Le Cybertruck?
Mais c'est surtout que quand on compare une Tesla à une voiture chinoise, la Tesla à côté, elle paraît vide de tout. Ouais, c'est ça qui est. Parce qu'il n'y a rien à faire finalement dans une Tesla. Ça se conduit bien, c'est pratique, c'est efficace. Mais à côté, les Chinois, ce qu'ils mettent dans leur voiture, c'est au-delà de ce qu'on peut retrouver dans une Rolls, dans une Maybach. C'est hallucinant. Mais moi, ce qui m'intéresse, JB, c'est que tu es un peu comme moi, tu es fan de tech. Tu suis la tech depuis de très nombreuses années sur les téléphones, etc. etc. C'est ça la puissance de l'industrie automobile chinoise. C'est toute la tech qu'ils mettent dedans, beaucoup plus que ce qu'on peut trouver chez nous en Occident. Mais totalement. En fait, moi, j'y suis allé au salon de Pékin parce que j'étais curieux de voir justement qu'est-ce qui débarque aujourd'hui dans ce monde de la voiture avec nos technologies qu'on consomme au quotidien. Et aujourd'hui, on n'a pas que des voitures. On découvre des vidéoprojecteurs intégrés, des cinémas intégrés, des systèmes son fabuleux, des réfrigérateurs, des fours, mais dans des voitures de série, des lumières qui nous suivent selon l'angle dans lequel on va être assis avec notre siège. En fait, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui partout, on les retrouve dans des voitures et on n'a pas qu'une voiture pour conduire, mais maintenant la voiture, elle nous fait faire tout. Mais tout ce que tu évoques là, c'est des projecteurs dans les voitures, c'est des prototypes, non. Ça existe vraiment, tout ça? Bah oui, parce qu'on sait qu'il y a une demande aussi du public chinois, de consommateurs chinois, qui sont tellement connectés avec leurs smartphones modernes, etc., qu'ils veulent ça, retrouver cette expérience dans la voiture. Et je pense que les constructeurs chinois ont compris peut-être avant, encore une fois, malheureusement, on va peut-être un peu les critiquer aujourd'hui, mais les constructeurs européens, pour bien les connaître, qui prennent ça peut-être un petit peu comme secondaire ou pour une génération qui arrive, alors qu'on sent que les constructeurs chinois, c'est vraiment au cœur des véhicules qu'ils proposent. Je suis monté dans un véhicule de la marque Geely, qui est pas du tout connu chez nous, qui est la Xiaomi, mais qui est un peu le best-seller, un peu la Clio chinoise. Et je trouvais ça marquant de me dire, finalement, la voiture, on sent qu'elle est basique, c'est le best-seller en Chine, donc forcément, il faut qu'elle soit à un tarif abordable, mais vous avez l'écran des compteurs, l'écran tactile au centre qui est quand même d'une taille assez imposante et qui est assez réactif pour déjà proposer quelques applis un peu sympas, dont le fameux karaoké qui fait sensation en Chine, qui est peut-être un incontournable du marché chinois. Dingue. Qu'est-ce qui vous a marqué à tous les deux? Tiens, on va peut-être commencer avec JB. Moi, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux te concernant avec ce concept car Décathlon. Citroën, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dingue cette voiture orange. Mais complètement modulaire, j'ai l'impression. Ouais, en fait, c'est un concept que Citroën a fait avec Decathlon. Mais c'est cool parce que pour une fois, c'est un concept car européen, donc ça fait plaisir. Exactement, qui a déjà été présenté il y a quelques semaines, mais qui a vraiment été mis comme ça sur le salon de Pékin pour montrer le savoir-faire français, puisque c'est 100% français, c'est ce petit van, qui est en fait un van complètement modulaire à l'intérieur. On peut avoir un seul siège conducteur principal, mais on peut en rajouter deux derrière, on peut avoir une table de pique-nique, on peut avoir une petite tablette pour poser son ordinateur, on peut avoir un vidéoprojecteur intégré. Ah, quand même. Bien sûr, on peut avoir ces petits matelas qu'on gonfle et qu'on met à la place des sièges qu'on va remettre derrière à plat pour y dormir dedans. Et en fait, c'est un concept de van entre le savoir-faire de Citroën qui est de faire des voitures et le savoir-faire de Decathlon qui est de faire des excellents accessoires de camping. Donc c'est une voiture de baroudeur, quoi, finalement. Ouais. Tu pars en famille. C'est ça. Ou de tous les jours, de se dire, je vais me charger. C'est peut-être le futur du van. C'est ça. Après, il n'y a pas d'évier, il n'y a pas de tout ce qu'on fait dans la van life au quotidien. Oui, bien sûr, il y a pas. Ça reste en concept. Il n'y a pas de cuisine. Voilà. Mais de tout ce que les gens ont pu dire sur Internet, les gens voudraient que ça sorte un jour. Vraiment, parce que l'idée est vraiment là et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Oui, parce que c'est un prototype, Julien, rappelons-le. Oui, c'est un concept de Citroën, mais qui revient un peu à sa connaissance justement du monospace. Et je pense que quand on voit les véhicules qui circulent en Chine, qui sont souvent des énormes SUV, il y a quand même ce potentiel des marques françaises de quand même avoir ce côté un peu revenir aux fondamentaux, peut-être savoir mieux aussi organiser un véhicule que forcément les Chinois avec un SUV de plus de 5 mètres, vous pouvez mettre autant de place que vous voulez, etc. Là, quand même, le défi de Citroën, c'est dans un espace vraiment très réduit. Je sais plus les tailles en tête, mais je crois que c'est 4,25 m, quelque chose comme ça. Vous arrivez quand même à avoir un monospace 6 places avec loger tout ce qu'il y a pour la famille et puis pouvoir comme ça un peu aménager l'espace comme on le veut. Donc je pense et j'en ai parlé avec le designer de Citroën sur le salon, je pense que ça reste quand même un peu les choses qui sont les valeurs fortes de l'Europe, le design notamment, où on voit que le design chinois, même s'il évolue et fait des progrès ces dernières années, ils font appel quand même à des designers européens. Je pense que c'est quand même encore notre force, notre héritage aussi. On se l'est dit là avant l'émission que c'est Mercedes
mettait beaucoup en avant, par exemple, son patrimoine, parce que c'est quand même notre grosse force aux constructeurs européens, d'avoir tout cet historique, pouvoir puiser dedans pour aussi réinventer le futur et pas que reposer sur le passé. Je pense que ce serait l'erreur à ne pas faire pour les constructeurs traditionnels. Les deux sujets que nous, on a pu suivre depuis Paris, quand on évoque ce salon de Pékin, c'était deux choses. C'était les véhicules autonomes. On a l'impression qu'il y a quand même une accélération sur ce sujet. Et puis aussi, les vitesses de recharge et les progrès que font les Chinois en matière de vitesse de recharge. Je sais que tu allais visiter l'usine de BYD. Tu vas nous raconter ça dans un instant. Mais la voiture autonome en Chine, ça y est, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Il y a une vraie, comment dirais-je, un vrai écart entre, par exemple, l'Europe et la Chine dans ce domaine-là, de la voiture autonome. Oui, je pense, parce qu'en plus, moi, je ressortais du test du FSD Tesla, donc à Amsterdam, dans les conditions, on va dire, grand public, et ça m'avait déjà beaucoup impressionné, mais là, j'ai l'impression qu'en Chine, il y a quand même déjà le terrain qui est beaucoup plus prêt à ça. Même si, forcément, ils vont favoriser les constructeurs chinois. Donc, je crois que Tesla, d'ailleurs, n'est pas forcément en pointe comme ils peuvent l'être aux États-Unis ou en Europe sur ce territoire chinois. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que sur le salon, comme dans des showrooms qu'on a pu visiter dans des centres commerciaux ailleurs que Pékin, j'ai eu la chance de pouvoir un peu voyager à Wu, au siège du groupe Chery qui nous avait invités sur place. Et là, c'est vrai que ce qui était marquant, c'est qu'ils mettent en scène ces fonctions de conduite semi-autonome avec notamment des feux qui intègrent désormais un éclairage bleu pour signaler que la personne qui est au volant, elle est en conduite semi-autonome. Et donc là, on sent qu'ils ont quand même un temps d'avance. Même que toi, tu es piéton, tu sais que la voiture qui est en face de toi est en train d'être pilotée par une machine, en fait, et pas par le conducteur. Ça m'est arrivé, je conduisais sur autoroute, donc un véhicule d'une des marques du groupe Chery qui est Jeco, qui se lance actuellement en France. Et puis à un moment, on dépasse quelqu'un, et en effet, il me semblait avoir vu dans son feu une lumière bleue. Et en fait, on voit la personne qui a les mains, a priori, sur les genoux, en train de surveiller la route. Donc c'est du semi-autonome. Mais ça veut dire que c'est quoi ? C'est réglementaire maintenant ? Ou est-ce que c'est au bon vouloir des constructeurs que de mettre cette lumière bleue ? Ça devrait être réglementaire. Je pense que c'est réglementaire. Après, un peu comme les warnings. À vérifier, mais c'est vrai qu'en Chine, il y a aussi beaucoup de provinces qui prennent, on va dire, des cadres, on va dire. Des initiatives pour favoriser justement l'innovation. Donc après, à voir si ça a été rendu, on va dire, obligatoire au niveau national. Mais en tout cas, on le voit déjà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est de le voir à la fois sur le salon, mais directement aussi dans un showroom d'une marque comme Zeekr, qui est une marque du groupe Geely. Et dans un centre commercial, c'est assez bluffant, mais entre les boutiques de smartphones, de high-tech, vous avez les constructeurs qui sont soit des constructeurs automobiles, donc qui proposent que des voitures, soit des Huawei et des Xiaomi, qui ont eux maintenant les deux facettes de leurs produits, donc à la fois smartphone, objets connectés, et un rayon voiture. Voiture autonome, t'as été impressionné ? J'ai été impressionné, j'ai testé justement Xpeng avec leur VLA 2.0. Ça arrive en France, Xpeng. Au-delà de ce que Tesla fait avec le FSD, parce que là, c'est la voiture voit avec ses caméras et instantanément, elle va agir comme un cerveau humain l'aurait fait. Par exemple, en Chine, le trafic est désastreux. Les scooters doublent à droite, à gauche, les piétons traversent n'importe où. C'est un enfer, vraiment. Quand on voit le rond-point de l'Étoile à Paris, c'est rien à côté de ce qui va se passer en Chine. Donc là, quand on teste vraiment la conduite 100% autonome, et c'est ce que j'ai testé pendant 1 heure à bord d'une Xpeng, c'était bluffant parce que ça marche sur des routes sinueuses, sur des routes qui ne sont pas délimitées, sur des routes à sens unique, où les voitures vont dans les deux sens. La voiture sait s'adapter en temps réel, sans réfléchir. Et ce qui m'a le plus bluffé, c'est au feu vert. Dès que le feu passe rouge ou vert, elle part directement. Il n'y a pas de temps de « Ah, je regarde avec les caméras s'il n'y a pas des voitures qui vont arriver à droite, à gauche ». Non, elle analyse, ok, c'est bon, on y va, comme si le cerveau humain le faisait en temps réel. Et ça m'a bluffé. C'est un équivalent de conduite autonome de niveau 4. On n'y est pas du tout encore parce que c'est pas légal, mais ça y va. Et les premiers tests sont en train d'être faits en Chine là, avec Xpeng. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la Chine est complètement décomplexée et teste des choses grandeur nature très facilement, alors que nous, tout est régulé, tout est bloqué, il faut des autorisations que la plupart du temps on n'arrive pas à avoir, ou alors ça prend des mois, voire des années. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, ça doit être frappant, non, aussi cette vitesse avec laquelle la Chine avance par rapport à nous ? Complètement, et c'est même des fois un peu déroutant, et puis on se remet peut-être en perspective. Aussi, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un protectionnisme aussi chinois vis-à-vis du numérique, qui les ont forcés en fait à développer leur propre Google, leur propre Facebook, et que du coup, des fois on se moque un peu du look, un peu des applications chinoises. C'est un peu perturbant pour un Européen. On est peut-être justement trop habitué au confort de nos chères applications américaines, et même s'il y a un début un peu de relance de certains services, on va dire européens, mais ça reste rare. Moi, c'est ça qui m'a marqué, et je pense que finalement ça leur a permis en fait d'avoir toutes les ressources nécessaires
pour se lâcher en fait dans l'écosystème et après dans les possibilités, alors que nous on reste quand même dépendant des Américains sur ces services, peut-être bientôt des Chinois, et c'est déjà un peu le cas aussi. Donc c'était ma réflexion là-dessus, c'est de me dire c'est quand même je pense une chance pour eux d'avoir eu cette obligation de développer leur propre écosystème numérique. Est-ce qu'il ne faudrait pas un électrochoc quand même alors bon, là on fait un peu de géopolitique, mais juste 2 secondes. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un électrochoc en Europe? Mais ça va même au-delà de l'Europe, ça va aussi sur le marché américain. Quand on compare juste la conduite autonome Xpeng Tesla, Xpeng est bien en devant. Si on regarde aussi les OS Huawei intégrés dans les voitures, c'est à 1000 lieues de ce que nous on connaît dans nos voitures. C'est à 1000 lieues de même ce que Tesla propose dans des voitures. On se rend compte que notre téléphone est instantanément connecté à l'écran, on a de la recopie vidéo, on a juste à se connecter à sa voiture et instantanément on a tout à l'intérieur. L'écran, on peut avoir un écran, 2 écrans, 3 écrans, le scindé en 2 comme un ordinateur. C'est puissant. C'est ultra puissant et on n'a pas à se poser des questions. Alors, autre sujet très intéressant, c'est la recharge. Et on voit que, encore une fois, qui est leader dans ce domaine-là, c'est la Chine. Et notamment, tu as visité, je crois, une usine BYD où il y avait on va dire, des records de charge qui ont été mis en place, qui sont dingues. C'est les centres de tests BYD où justement ils font des tests sur des puissances de charge qui dépassent tout ce dont on a l'habitude d'avoir. C'est-à-dire qu'on va faire un 10,97% en 5 minutes, je crois, ou 6 minutes. Voilà, il faut se dire que c'est le temps d'un plein d'essence. Sauf que là, c'est de l'électrique, 10,97%. Et ça va même jusqu'à moins 30 degrés. Ils ont fait des tests. Et sur le salon de Pékin, il y avait 2 énormes frigos qui étaient à moins 30 degrés, avec 2 énormes voitures dedans. Et ils faisaient des tests pour recharger les voitures. Et ce 10,97% se fait en 9 ou 12 minutes. C'est bluffant. Et ça marche vraiment. Ça a été testé, ça a été approuvé. Et ça arrivera en France bientôt avec Denza, qui est une marque premium de BYD, qui aujourd'hui propose la Z9 GT. Elle est compatible avec cette recharge ultra rapide. Ouais, mais c'est bien beau, mais on n'a pas les infras, nous. Non, c'est ça. Pour recharger une voiture en 5 minutes, il te faut une centrale nucléaire derrière ton fil. Ils y ont pensé, parce que c'est vrai que c'était la blague qu'on se faisait tous aux essais de se dire, là, il n'y a plus de lumière dans la région pendant un moment. C'est ça. Non, en fait, ils ont des batteries tampons. Ah oui, c'est ça. Ils vont en fait stocker l'énergie, et en fait, ils insistent mais là-dessus. Ça veut dire qu'il faut qu'ils déploient leur technologie en France, avec leur voiture. Oui. C'est-à-dire que tu vas. Par contre, ça, c'est un challenge en termes d'infrastructure, mais après, tu ils vas sont sur engagés. un superchargeur Tesla, tu ne rechargeras pas cette vitesse-là. Non. Tu vas dans une station-service Total avec des chargeurs ultra rapides, même avec des chargeurs ultra rapides, tu recharges pas. Non, parce que là, on est l'ordre. Je pense qu'aujourd'hui, sur les stations les plus avancées en France, on est plutôt à du 300 kW, et déjà, c'est énorme. Il y a peu de véhicules en circulation qui peuvent l'encaisser. Là, Denza, ils annoncent du 1500 kW en puissance de pic, mais c'est pour montrer qu'on est quand même dans une autre dimension. Après, le vieillissement des batteries, est-ce que les batteries seront capables d'encaisser de telles puissances de charge? Bien sûr qu'ils ne répondent que oui. Je crois que CATL communiquait sur 1000 cycles de charge qui pouvaient être encaissés par une voiture avec cette puissance, donc on se doute bien qu'on ne le fera pas non plus tous les jours, mais c'est vrai que sur les longs déplacements, sur les problématiques de gens qui ont vraiment cette obsession du temps de charge, alors qu'on sait bien quand on y est passé, finalement on s'adapte plus ou moins bien, et c'est aussi le turnover. Là on le voit avec les retours de Pont de Mai, il y avait quand même quelques embouteillages à la pompe de recharge, donc recharger rapidement, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres, pour qu'il y ait beaucoup plus de turnover, comme à la station-service essence. L'une des grosses forces de BYD, c'est qu'ils font la voiture, ils font la batterie, ils font la recharge, ils font tout. Donc en fait, c'était des constructeurs de batteries au départ. C'est ça. Ils démarraient dans les batteries il y a 30 ans à peu près. Et aujourd'hui, après il y a 10-20 ans ou même un peu plus, ils se sont dit, mais les petites batteries de téléphone qu'on fait dans les Nokia, pourquoi on les fait pas pour les voitures? Et c'est là où ils ont su faire ce savoir-faire. Et aujourd'hui, ils y arrivent à faire ces batteries qui se chargent hyper vite. Bon, JB, il nous reste 1 minute. J'aimerais que tu viennes avec ton petit produit bonus. Je ne sais pas si tu as vu, Julien, mais JB est venu avec un téléphone qui est assez intéressant, qui vient de Chine. C'est un téléphone Huawei que tu nous montres en ce moment. C'est un téléphone pliant qui a un format particulier, JB, qui est plus petit qu'un Samsung Fold, plus grand qu'un Z Flip, qui souffle malgré tout comme un Fold. Et ce qui est intéressant, c'est que ce format pourrait être celui du futur iPhone pliant. Et oui, Huawei a un peu peut-être chippé la vedette et la priorité à Apple, ou même à Samsung, qui devrait aussi se lancer sur ce format-là cet été, sur le format pliant, plus petit et un peu plus large que ce que l'on connaît depuis des années maintenant. C'est-à-dire qu'on a vraiment un format presque de passeport dans la main, tout petit, vraiment carré, ça tient vraiment dans la main. C'est hyper agréable, ça fait 1 semaine que j'utilise, et vraiment on se sent quand on tape au clavier vraiment à l'utiliser facilement. Et quand on l'ouvre, on est très large, donc c'est très pratique pour regarder des vidéos, pour mettre 2 applications côte à côte, mais surtout quand on le met en portrait, on a un iPad mini.
Donc en fait, on a exactement l'interface, si on passe sur Instagram, d'un iPad mini. Ouais, c'est grand. Si on va sur YouTube, c'est pareil. Et c'est vachement pratique. On le plie dans la poche, emballé, c'est pesé. Julien, t'en penses quoi ? Moi, je suis carrément convaincu à tester. Après, bon, ils n'ont pas encore la voiture pliante, donc ça me rassure quand même pour l'avenir de Mais ce qui est amusant, c'est que voilà, dans la compétition que se mènent tous ces géants de l'électronique, c'est visiblement Huawei qui pendant des années a été mis sur le côté, qui n'a pas pu développer son propre système, etc. avec Google, est en train de rattraper et sort peut-être un modèle qui ressemblera au futur iPhone avant ce futur iPhone. Je pense que c'est l'excellent format, vraiment. Beaucoup mieux que les Fold qu'on connaît parce que c'est plus compliqué d'utilisation d'avoir un faux carré, une faux ouvert, parce que c'est pas fait pour une interface de téléphone. Affaire à suivre. Top. On verra bien tout ça puisque normalement l'iPhone pliant sortirait, si tout va bien, en septembre prochain. En tout cas, il sera annoncé en septembre. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Nicolet. Si vous voulez en savoir plus sur ce salon de Pékin, tu l'as couvert évidemment sur tes réseaux, Insta, mais aussi sur YouTube. Merci, Julien. Alors, sur nos réseaux à nous, sur BFM Tech. En route pour demain, spécial salon de Pékin qui est en cours de montage et qui va arriver très vite. Et que vous retrouverez bien évidemment sur toutes les plateformes de notre groupe. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. Rendez-vous demain. Bien sûr, on sera là dès 19h30 en direct à la radio, à la télé. Portez-vous bien. Et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.